Bien, mes chers collègues, il est 9h03, donc je vous propose que nous commencions sans plus attendre. La matinée étant chargée pour les uns et les autres avec les réunions de groupe en particulier. Donc, je voudrais saluer nos rapporteurs, Patrick Chaise et Loïc Hervé. Vous saluez, vous tous, chers collègues membres de cette commission spéciale. En votre nom, j'ai le plaisir d'accueillir Roch-Olivier Mess, président de l'ARCOM. On ne le présente plus, de la même manière qu'on ne présente plus Laure de la Rodière, présidente de l'ARCEP, et Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL. Mesdames les présidentes, Monsieur le Président, notre commission spéciale a été constituée afin d'examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. La variété des missions que vous remplissez suffit à souligner l'ampleur de ce texte et plus profondément l'orientation qui est la sienne et que je crois nous approuvons tous, qui est de mettre enfin en place une régulation efficace d'un monde numérique qui ne doit pas être laissé à l'état de Far West. Sans rentrer dans le détail du texte, je vais dire quelques mots sur chacune de vos autorités dans le projet de loi. Monsieur Mestre, l'ARCOM est, avec le temps et de multiples projets et propositions de loi, devenu le grand régulateur des contenus numériques, à tel point que votre désignation comme coordinateur pour les services numériques en application de l'article 49 du règlement des services numériques n'a souffert d'aucune contestation. Le projet de loi redéfinit également votre mission en matière de contrôle de l'accès des sites à caractère pornographique et vous savez que c'est un sujet très suivi par de nombreux membres de la commission spéciale, avec 3 rapporteurs sur 4 du rapport de la délégation aux droits des femmes sur l'industrie pornographique, Chitré, Annick Billon, Alexandra Borchio-Fontin, Laurence Rossignol, sans oublier bien sûr Marie Mercier, à l'origine de l'article 23 de la loi du 30 juillet 2020, qui n'a jamais été réellement appliqué. Je n'oublie pas l'article 4 qui étend votre compétence au numérique pour la mise en œuvre des mesures restrictives au niveau européen, de quoi largement occuper le collège et les services. Je réitère bien entendu notre souhait que vos moyens soient à l'avenir au niveau de vos missions. Madame de la Rodière, l'ARCEP se voit attribuer le rôle de gendarme de l'informatique en nuage, on dit cloud. Et ce sera au cœur du suivi de l'application des dispositions relatives à la régulation, à l'interopérabilité, à la portabilité des services d'informatique en nuage, ainsi que des dispositions relatives aux services d'intermédiation des données. Vos pouvoirs d'enquête, de sanction et de saisine seront ainsi renforcés. Des mesures essentielles pour mieux affirmer notre souveraineté numérique dans les prochaines décennies. Cela soulève bien sûr de redoutables questions techniques et juridiques et nous serons heureux de bénéficier de votre pédagogie en la matière. Enfin, Madame Denis, la CNIL est forcément également placée au cœur des enjeux numériques. Et ce n'est pas un hasard si d'ailleurs 2 membres du Sénat de votre collège sont également membres de la commission spéciale, notre rapporteur Loïc Hervé et Sylvie Robert, que je salue également. Car l'or noir du numérique, ce sont les données personnelles, mais aussi les données de nos administrations et de nos entreprises. Et ces données doivent faire l'objet d'une protection toute particulière, encore plus, si je puis dire, à l'heure de l'intelligence artificielle, pour laquelle vous travaillez, je le sais. Il nous faut donc, à chaque fois, je pense, notamment au contrôle de l'âge, équilibré entre les aspirations légitimes de protection des mineurs et la collecte de données. Vous serez ainsi chargé avec l'ARCOM de l'élaboration du référentiel prévu à l'article 2. Mais vous aurez également à intervenir sur le déploiement du filtre anti-arnaque prévu à l'article 6. La CNIL étant désignée comme autorité garante du caractère justifié et proportionné des mesures prises dans le cadre de ce dispositif, ce n'est pas un petit rôle. Je vous propose donc l'organisation suivante. Je vais demander à chacun d'entre vous d'exposer les enjeux propres à son autorité dans le projet de loi, les éventuels points de vigilance. Je vous demande de vous limiter à 7-8 minutes, si vous le voulez bien, pour pouvoir passer la parole au rapporteur, en commençant par Loïc Hervé puis Patrick Chaise, avant bien entendu de laisser nos collègues, membres de la commission spéciale, s'exprimer. Je vous précise que notre réunion fait l'objet d'une captation en direct sur le site du Sénat. Monsieur Mestre, je vous cède la parole. Merci Madame la Présidente, merci de votre invitation, de votre propos d'accueil. Je suis très heureux de retrouver ce matin les membres de la commission spéciale
Et je veux souligner d'emblée, vous l'avez fait, Madame la Présidente, combien l'autorité est sensible à la confiance que le Parlement lui manifeste. Depuis que je préside cette autorité, je crois que j'en suis à mon 10e projet de loi. Je pense que d'ici la fin de mon mandat, pas exclu que j'en connaisse encore quelques-uns. Donc c'est une autorité, grâce à cette confiance, qui aura été très singulièrement transformée. Le projet de loi qui nous réunit est bien évidemment important, notamment pour la mise en œuvre du règlement européen pour les services numériques, qui va changer la donne en Europe. C'est la première fois qu'on a un texte de niveau européen qui s'attache à réguler les grands acteurs du numérique. Je vais y revenir. Au préalable, je voudrais souligner peut-être trois points. D'abord, et la table ronde que vous avez organisée l'illustre très bien, la nécessité et l'importance de l'interrégulation aujourd'hui. Parce que les acteurs que nous avons en face de nous, pour les autorités qui nous rassemblent ce matin, sont en grande partie les mêmes. Et avec Marie-Laure Denis, d'une part, Laure de la Rodière, mais je pourrais citer d'autres autorités également, nous avons eu à cœur, depuis le début de nos mandats respectifs, de tisser des liens étroits, des liens de confiance et de collaboration quotidienne qui sont tout à fait essentiels. Et l'ARCEP, comme la CNIL, sont pour nous des interlocuteurs très importants dans la mise en œuvre de notre action. La deuxième chose, le deuxième point de vigilance pour nous, c'est bien évidemment la cohérence des textes nationaux et des textes européens. La régulation que nous déployons a de plus en plus une dimension européenne. L'ARCOM joue un rôle central au sein du groupe des régulateurs européens, l'ERGA. On est en dialogue avec la Commission sur beaucoup de textes, la directive services médias audiovisuels, la mise en œuvre du DSA, le règlement européen, l'EMFA, sur lequel vous avez travaillé prochainement, ce texte essentiel sur la liberté des médias en Europe. Et donc l'articulation des textes nationaux et européens sont bien évidemment très importants. Et puis le troisième point, je voulais souligner, sur lequel on doit toujours être très attentif, puisque notre autorité intervient, vous le savez, dans un champ fondamental qui est celui d'une liberté publique essentielle, la liberté de communication, c'est toujours veiller à l'équilibre entre les mesures de protection des publics, en l'occurrence des plus jeunes, et puis la protection d'une liberté essentielle, donc la liberté de communication. Donc c'est une balance à laquelle on est toujours extrêmement attentif de trouver le bon équilibre entre ces deux préoccupations. À l'égard du texte qui vous est soumis, qui est soumis au Parlement aujourd'hui par le gouvernement, donc l'ARCOM a rendu un avis favorable. Je rappelle que ce texte, vous l'avez dit, Madame la Présidente, comporte 3 types de données. D'abord, une première série de dispositions qui a trait à la protection des mineurs en ligne, à l'égard en particulier des sites pornographiques. C'est un texte qui vise à répondre, le sénateur Mercier pourra le souligner, je pense, dans son intervention, à répondre aux difficultés, c'est un euphémisme que j'utilise, auquel on est confronté depuis la loi de 2020 sur les violences conjugales, en raison de ce que je qualifierais des manœuvres dilatoires de la part des sites qui sont en face de nous, qui incarnent parfaitement l'industrie pornographique, qui, depuis l'adoption de ce texte de 2020, n'ont à aucun moment pris la moindre initiative pour essayer de se conformer à ce texte, et ont multiplié tous les outils, toutes les initiatives juridiques que permet un État de droit pour faire obstacle à la mise en œuvre de ce texte. L'ARCOM s'est attaché pied à pied à déployer la mise en œuvre de ce texte par les procédures de mise en demeure que permet ce texte, qui ont bien évidemment été chacune d'entre elles contestées devant les juridictions ad hoc, puis ensuite par une saisine du tribunal judiciaire de Paris, comme le permet le texte, pour demander le blocage de ces sites. Nous sommes maintenant dans l'attente d'une décision du tribunal qui est attendue pour le 7 juillet prochain. On verra ce qu'il en est. Nous formons le vœu que notre demande de blocage soit suivie, en ayant la conviction que tant que cette décision n'aura pas été rendue, les choses ne bougeront pas. Donc de ce point de vue-là, on accueille favorablement le texte qui vous est proposé aujourd'hui, qui vise à permettre à l'autorité de disposer elle-même d'un pouvoir de blocage et d'une capacité de
demander le déréférencement de ces sites sur les moteurs de recherche, s'ils ne se conforment pas naturellement aux dispositions du Code pénal en matière de protection des mineurs. Nous formons néanmoins de façon conjointe avec la CNIL, avec laquelle nous avons beaucoup échangé ces derniers jours. On fera probablement peut-être une proposition conjointe de rédaction de texte. On en a parlé hier soir avec le rapporteur Loïc Hervé, d'une meilleure articulation rédactionnelle entre l'article 1 du texte et l'article 2, qui ont des finalités un tout petit peu différentes, et d'autre part d'instaurer, avant la mise en œuvre d'une procédure coercitive engagée sur le fondement de l'atteinte à la vie privée, une procédure de consultation formelle de la CNIL par l'ARCOM, qui nous paraît de bonne loi, puisque le texte a une double finalité, protection des mineurs, mais aussi une dimension de protection de la vie privée. Et donc, dans la logique que j'ai évoquée d'une bonne articulation, une bonne interrégulation, ce mécanisme de consultation formelle de la CNIL nous semblerait un élément de sécurité supplémentaire. Donc ça, c'est une observation que je voulais faire, d'essayer d'améliorer la rédaction du texte avec une meilleure articulation de l'article 1 et 2. Je souligne que ce texte ne nous met néanmoins pas à l'abri de difficultés contentieuses. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Quand le texte sera adopté, nous n'échapperons très vraisemblablement pas à des procédures, et notamment à un moment ou à un autre, une question, à une QPC. Il ne faut pas oublier que beaucoup des sites dont nous parlons sont des sites qui sont localisés à l'étranger, ce qui, bien évidemment, complexifie le sujet. Mais, en tout cas, l'ARCOM, sous les réserves que je viens d'exprimer, donne un avis favorable à ce texte. La deuxième dimension du texte a trait aux chaînes étrangères. C'est une proposition qui vient de ce que nous avons vécu avec les événements tragiques qui se déroulent en Ukraine. On a été, dès le début du conflit, confronté à la question de la suspension de chaînes diffusant de la propagande, en l'occurrence de la propagande russe, qui a donné lieu, vous le savez, à des décisions de sanctions adoptées par la Commission européenne. C'est des sanctions d'application immédiate directe, et l'ARCOM a participé, bien évidemment, du fait de ses compétences, à la mise en œuvre de ces sanctions. Elle a prononcé elle-même, d'ailleurs, des mesures de blocage au titre de ses propres compétences, mais on a été amené à observer des cas de contournement dans l'univers d'Internet, auquel le cadre juridique actuel n'apportait pas de réponse satisfaisante. Je pense notamment à la reprise du signal de la chaîne RT, pourtant bloquée, sur un site qui était le site Odyssée. Et on a vu à ce moment-là les difficultés, et j'allais dire les lacunes, pour assurer le blocage effectif de cette diffusion. Donc le texte vise précisément à renforcer l'efficacité de la mise en œuvre des mesures de sanctions décidées par l'Union européenne à l'encontre de chaînes étrangères, donc en application de l'article 215 du traité. C'est un texte qui renforce les pouvoirs du régulateur en lui donnant un pouvoir d'injonction et de retrait auprès des services qui diffuseraient ou hébergeraient des contenus de médias eux-mêmes sous sanction, et en cas d'inaction, donc sous 72 heures, la possibilité de demander le blocage et le déréférencement du site contrefaisant aux fournisseurs d'accès et aux moteurs de recherche. Dans notre esprit, on le disait hier soir devant le rapporteur monsieur Hervé, l'objectif tel qu'on le perçoit est bien évidemment de s'attaquer aux mesures de contournement d'une décision adoptée par l'Union, et non d'aller sur un contrôle contenu par contenu, site Internet par site Internet. Donc on est bien dans cette approche-là. Là aussi, comme pour les articles précédents, il faut avoir bien en tête la difficulté qu'on aura probablement à mettre en œuvre les sanctions financières à l'égard d'éditeurs ou d'hébergeurs qui sont établis aux quatre coins de la planète. Et donc le recouvrement des sanctions
le recouvrement financier, comme on dit à la Cour des comptes, ne sera pas nécessairement l'exercice le plus simple, mais en tout cas, on s'y attachera. Dernière disposition qui est bien évidemment très importante, c'est la désignation du DSC, donc, qui est un des éléments de la gouvernance du nouveau règlement européen sur les services numériques, dont l'acronyme en français d'outre-Manche est le DSA. C'est un texte très important pour nous, parce que d'une certaine façon, il vient parachever la réforme de l'institution et la création de l'ARCOM, en nous désignant donc comme autorité de coordination nationale en France pour la mise en œuvre de ce texte. Je voulais souligner devant votre commission que pour nous, il y a une dimension fondamentale dans ce texte, c'est le C de DSC, c'est-à-dire cette dimension de coordination, mission de coordination, que nous porterons en liaison étroite avec la CNIL, avec laquelle nous avons largement anticipé et travaillé sur le texte ces derniers mois pour bien identifier les textes du règlement qui intéressent très directement la CNIL. Marie-Laure Denis, je pense, y reviendra dans son intervention, mais également, au-delà de la CNIL, la Direction générale de la concurrence, puisque des dispositions du texte, vous le savez, visent les questions de contrefaçon, des questions qui touchent au droit de la consommation. Et donc, dans notre fonction de DSC, nous aurons à cœur et nous organisons d'ores et déjà la coordination avec les autres autorités nationales qui sont concernées par ce texte pour assurer sa bonne application. On se réjouit également dans le texte que l'articulation entre l'ARCOM et le PEREN, qui est ce service à compétence nationale qui a été créé il y a quelques années pour mettre à disposition de l'ensemble des administrations françaises et des autorités administratives qui en ont besoin des compétences techniques rares et des expertises rares. On est heureux que le texte mette en lumière cette collaboration qui, pour nous, sera bien évidemment précieuse pour la mise en œuvre de ce règlement européen. Deux autres remarques, et j'en aurai terminé, pour souligner que la mise en œuvre de ce texte va nécessiter une étroite collaboration avec la Commission européenne, puisque le règlement prévoit un niveau d'obligation différent en fonction de la taille des plateformes. Donc les plus grandes plateformes, les plus importantes, donc les Facebook, les Twitter, les TikTok, les Google, enfin tous ces grands acteurs seront sous un contrôle plus direct de la Commission européenne en liaison avec les autorités nationales qui auront été désignées par chaque pays, donc l'ARCOM pour la France. Donc ça suppose que ce conseil qui sera organisé autour de la Commission européenne fonctionne de manière fluide. Et nous sommes là aussi déjà en anticipation dans l'organisation de ce mouvement. Il se tient prochainement des réunions à Bruxelles auxquelles je participerai moi-même pour bien organiser ces circuits. Et de la même façon, nous aurons une articulation étroite à avoir avec nos homologues étrangers. Je pense notamment à nos homologues irlandais qui hébergent nombre de plateformes. Nous le savons autour de cette table. J'étais en Irlande il y a très peu de temps pour précisément organiser ce flux de relations. Et enfin, Madame la Présidente, je ne peux qu'être très sensible aux vœux que vous avez exprimés du renforcement des moyens de l'autorité. Nous avions obtenu dans le cadre de la loi de finances pour 2023 la possibilité de créer quelques emplois supplémentaires. Nous souhaitons que la loi de finances pour 2024 permette de compléter ce mouvement pour doter notre direction des plateformes, puisque nous avons créé il y a 2 ans et demi maintenant une direction des plateformes en ligne qui est en charge de tout le volet de la régulation des acteurs du numérique, puisse trouver le bon étiage et les bons profils, puisque c'est une régulation d'un nouveau type qui fait appel à des techniques nouvelles. Et donc c'est important qu'on puisse être renforcé pour mener à bien ces missions. Voilà, donc un avis favorable sur le texte avec quelques petites observations, notamment pour le texte sur la protection des mineurs, sur lequel je pense qu'on peut peut-être optimiser un peu la rédaction. Merci de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je passe la parole à
Madame la présidente de l'ARCEP. Merci Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la Présidente de la CNIL, Monsieur le Président de l'ARCOM, je suis très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous pour vous donner l'avis de l'ARCEP sur le texte de loi. Nous sommes concernés par le titre 3 du texte qui vise à renforcer la confiance et la concurrence dans l'économie de la donnée. Et je dirais aussi renforcer l'innovation dans le domaine du numérique. Un mot sur l'ARCEP. Vous savez que l'ARCEP a été créée au moment de l'ouverture du marché des télécoms en 1997 dans l'objectif de développer la concurrence sur un marché, de favoriser l'innovation. Et nous avons aussi, au fil des ans, pris des compétences de définition des normes permettant l'interopérabilité et la portabilité dans le domaine des réseaux des télécommunications. Nous sommes aussi le garant de la neutralité de l'Internet qui favorise l'innovation et qui favorise aussi la liberté d'expression, mais qui avait été pris, le règlement de la neutralité Internet a été pris par la Commission européenne justement pour garantir en fait à l'ensemble des acteurs d'avoir accès à Internet de façon sans discrimination et aux utilisateurs d'accéder à l'ensemble des contenus qui existent sur Internet. Et nous avons travaillé aussi sur l'ouverture des marchés numériques, notamment en amont du Digital Market Act. L'ARCEP avait rendu un rapport concernant les terminaux comme maillon faible de la neutralité d'Internet, en disant que les terminaux numériques, les smartphones, étaient des lieux en fait où les gens étaient prisonniers, et c'était un maillon faible de ce qui existe en matière de neutralité sur les réseaux. D'ailleurs, le Sénat avait, à l'époque, la Commission Affaires économiques du Sénat, Madame la présidente Sophie Primas, avait déposé un texte en amont du Digital Market Act pour déverrouiller ce marché numérique. Donc cette introduction, simplement pour vous dire que dans notre culture, nous avons une culture d'ouverture des écosystèmes numériques. Nous sommes une autorité pro-innovation et pro-concurrence. Et donc nous sommes un régulateur économique sur le champ des télécoms qui a élargi progressivement son action sur le champ du numérique. Donc nous accueillons avec beaucoup d'intérêt les nouvelles compétences qui s'inscrivent en continuité de nos réflexions, que ce soit sur l'interopérabilité et la portabilité des services cloud, ou que ce soit sur l'autorité en charge de la régulation de ce nouveau type d'acteurs qui sont les prestations de services d'intermédiation de données. J'y reviendrai. L'objectif du texte est d'une part sur le marché du cloud de le déverrouiller, parce qu'il est aujourd'hui fortement concentré autour de quelques acteurs qui sont des grands acteurs américains. Il y a peu de Français. Et cette situation se renforce au profit en fait des grands acteurs par des pratiques qui sont des pratiques... alors, je ne sais pas si je dois les qualifier d'anticoncurrentielles parce que c'est à la DLC de le faire, mais qui verrouillent en fait les utilisateurs du cloud sur des plateformes. Et ça, c'est l'objectif de l'article, que je ne vous dise pas de bêtises, l'article 6, pour lequel l'ARCEP ne sera pas compétente, mais qui est confié à la DGCCRF. Et il confie, en fait, le texte confie à l'ARCEP la définition des spécifications et des modalités permettant l'interopérabilité et la portabilité des services cloud. Donc, il y a à la fois des freins commerciaux, je dirais des freins de contractuels qui empêchent une migration facile des utilisateurs des services cloud, mais il y a aussi des freins purement techniques, en fait, qui empêchent aujourd'hui de facilement migrer d'un fournisseur de services cloud à un autre fournisseur de services cloud. Et le texte confie à l'ARCEP la définition de modalités de ces spécifications pour faciliter la migration des clients d'un service cloud à un autre service cloud. Les services cloud, il y a plusieurs types de services cloud différents.
sans rentrer dans la technique, selon le type de service cloud, que ce soit ceux des infrastructures, ceux des plateformes ou ceux des logiciels, on devra adresser en fait le sujet de façon spécifique sur chacun de types de services. Le texte prévoit qu'il y ait la mise en place d'applications, d'interfaces d'applications pour permettre le transfert. Il permet pour un certain type de services, qui sont les services cloud d'infrastructure, une équivalence fonctionnelle. Je ne vais pas rentrer dans la spécification de ce que c'est qu'une équivalence fonctionnelle, mais simplement vous dire que ces prévisions sont cohérentes par rapport à la position du Conseil au niveau européen, dans le cadre des discussions actuellement en trilogue pour le règlement européen du Data Act. Vous savez que on légifère là sur les articles concernant le cloud en amont de l'adoption définitive du règlement Data Act, ou plutôt vous allez légiférer sur ce sujet en amont du Data Act. Donc une des vigilances très particulières sur les articles qui concernent l'interopérabilité et la portabilité du service de cloud est de vérifier à la cohérence des discussions actuellement en cours avec au niveau européen, et peut-être de ne pas trop détailler les choses pour permettre de faire évoluer la régulation en fonction de ce qui sera décidé in fine sur le Data Act. Et donc l'ARCEP trouve que les rédactions actuelles proposées et les définitions actuelles proposées permettent cette évolution et donc sont bienvenues. La deuxième partie sur laquelle nous sommes concernés par le texte de loi concerne l'application du Data Governance Act qui a été adopté en 2022 au niveau européen et qui nécessite de désigner une autorité indépendante, notamment pour la régulation des prestataires de services d'intermédiation de données. Ce sont des entités en fait qui vont permettre l'échange de données sur un marché, sur un secteur, en mettant en place une plateforme technique, mais aussi une plateforme contractuelle pour assurer des échanges de données en toute confiance entre les acteurs en général d'un secteur. Si je prends un exemple, il y a l'opérateur Hub One aujourd'hui, donc qui est une filiale d'Aéroport de Paris, a un projet de développer ce type de plateforme d'échange de données en situation de confiance avec l'ensemble des clients de l'aéroport de Paris, pour permettre en fait une amélioration du service, soit rendu aux passagers, soit rendu aux différentes entreprises opérant sur l'aéroport. Et donc, ils ont l'objectif de créer une entreprise qui sera un prestataire de services d'intermédiation de données entre les différents utilisateurs de l'aéroport, des aéroports gérés par Aéroports de Paris. Sur cette partie du texte, il est prévu une coopération avec la CNIL qui est détaillée et trois mécanismes de coopération sont prévus. Un mécanisme général qui prévoit que l'ARCEP saisisse la CNIL avant toute décision des pratiques des prestataires de services d'intermédiation de données de nature à soulever des questions liées à la protection des données personnelles. Un mécanisme spécifique lié à la labellisation et aux réclamations éventuelles concernant les prestataires de services d'intermédiation de données. Et puis, un mécanisme spécifique concernant les procédures de sanctions. La rédaction actuelle du texte de ce mécanisme de coopération entre l'ARCEP et la CNIL nous paraît correspondre aux besoins en fait d'échange que nous avons avec la CNIL, sachant que le texte, le règlement européen du Data Governance Act prévoit que les dispositions concernant les prestataires de services d'intermédiation de données se font naturellement sans préjudice de celles concernant le règlement
le RGPD, le Règlement général des données personnelles. D'autres mécanismes d'articulation sont prévus au niveau du texte européen. Plutôt, le texte européen prévoit que l'ensemble, en fait, des autorités pouvant être concernées par un effet des prestataires de services intermédiation de données sur un marché exercent toujours leur rôle. Et donc, on peut imaginer aussi qu'on soit amené à saisir l'autorité de la concurrence ou l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, pour leur demander un avis, le cas échéant, sur certaines pratiques des prestataires de services d'intermédiation de données. Donc, ça nous amènera naturellement à poursuivre les coopérations que nous avons avec les autres autorités indépendantes. Comme Roch-Olivier Mestre l'a dit en introduction, c'est pas une pratique nouvelle. On a l'habitude de le faire. L'ARCEP saisit régulièrement l'autorité de la concurrence, notamment sur les analyses de marché que nous avons sur les marchés des télécoms. Et l'autorité de la concurrence nous saisit aussi quand elle a des avis à rendre ou des décisions à prendre concernant le marché des télécommunications. Nous avons un pôle commun avec l'ARCOM pour travailler sur des sujets d'intérêt commun, notamment les enjeux environnementaux du numérique, et je dirais qui fonctionne bien et qui nous permet de porter ensemble des travaux sur ces enjeux. Et donc, nous veillerons naturellement à cette coopération. Peut-être le dernier point, si vous me le permettez, je voudrais aussi attirer l'attention que on sera bien évidemment très vigilant dans notre mise en œuvre dans notre mise en œuvre de l'interopérabilité et la portabilité des services cloud, des enjeux et des évolutions du texte européen, parce que ça peut être une préoccupation de savoir s'il faut légiférer maintenant ou s'il faut attendre le règlement européen. L'intérêt de légiférer maintenant, c'est que nous puissions monter en compétences, rencontrer les acteurs, comprendre le système. C'est un enjeu techniquement compliqué, l'interopérabilité des services cloud et la portabilité des services cloud. Et donc l'anticipation en fait du règlement européen peut donner à la France en fait une avance en matière de compétences sur ces sujets. Nous allons avoir des gens à recruter pour le faire. On a aussi des gens en interne qu'on va mobiliser dès maintenant sur ce sujet. Mais il y a un travail à faire auprès des acteurs. Il y a une concertation à faire. Il y a énormément de travail en avant de prendre des décisions de spécification et de modalité en fait de l'interopérabilité. Si je prends un exemple pour la nouvelle compétence de la distribution de la presse, on a mis un an et demi avant de prendre les premières décisions majeures sur ce secteur-là. Et c'est un sujet pour moi qui est sensible d'un point de vue économique, compliqué d'un point de vue économique, mais moins compliqué d'un point de vue technique. Donc c'est important de se dire que si on légifère maintenant sur l'interopérabilité des services de cloud, on peut vraiment gagner en compétences et être hyper efficace plus rapidement que dans d'autres pays européens. Ça sera un atout pour la France. Merci Madame la Présidente. Il est vrai qu'on a l'impression qu'avec ce texte, on anticipe les sujets que vous avez évoqués. Le Data Act, chers collègues, est encore en cours de discussion. Donc on est finalement à la croisée des chemins. Vous nous avez mis en garde justement sur ne pas trop préciser le texte, qui nous met un peu dans l'embarras quand même, je dois dire, le législateur français, parce que nous avons notre mot à dire, nous considérons que nous avons notre mot à dire, et nous avons bien noté cette décalage en fait temporel dans l'adoption des règlements européens. Merci Madame la Présidente. Je donne la parole maintenant à Marie-Laure Denis pour la CNIL. Merci Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vous remercie d'avoir sollicité la CNIL pour cette table ronde chargée d'examiner le projet de loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique et qui traduit notamment, je crois, le souci de votre commission spéciale de veiller aussi à la bonne articulation entre les autorités administratives indépendantes représentées ici pour la mise en œuvre de ces dispositions. Alors la CNIL a adopté un avis le 20 avril. Ça marche pas? Il faut me mettre plus près peut-être, comme ça vous m'entendrez mieux.
être d'accord. Dans un avis adopté le 20 avril dernier, la CNIL s'est prononcée sur les dispositions de ce texte en lien avec la protection des données à caractère personnel. Alors, avant de revenir sur les principaux points de cet avis, je voudrais juste faire 3 remarques d'ordre général. La première, c'est que ces nouvelles dispositions de la loi s'appliqueront sans préjudice de celles qui sont fixées par le règlement général sur la protection des données, comme d'ailleurs l'a rappelé Laure de la Raudière. À cet égard, en cas de conflit entre ces dispositions et le droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel, ce sont les dispositions pertinentes en matière de données personnelles qui prévalent, et il reviendra à la CNIL de veiller à leur pleine effectivité. Le deuxième point, c'est qu'on constate une multiplication des réglementations qui régissent le numérique, tant du fait des nombreux textes européens adoptés ou en cours d'adoption, comme vous venez de le souligner, Madame la Présidente, que de nouvelles réglementations nationales. Et ces régimes prévoient l'intervention d'un nombre croissant de régulateurs dans l'espace numérique. Alors, si la pénétration croissante, naturellement, des technologies numériques dans toutes les activités humaines est évidente, l'inflation normative et la multiplicité des textes comportent 2 risques potentiellement. Tout d'abord, celui de la complexité juridique et donc de l'insécurité juridique dans l'articulation de ces textes. Et ensuite, celui d'une régulation potentiellement moins cohérente ou moins efficace de l'espace numérique. C'est la raison pour laquelle des mécanismes de coordination entre les régulateurs sont prévus. Nous y sommes tous prêts, notamment la CNIL. Et donc, je me permets vraiment d'attirer votre attention sur ces enjeux d'articulation et de coordination qui me paraissent essentiels. La troisième remarque générale, c'est que la CNIL partage les préoccupations du gouvernement et son objectif de sécuriser l'espace numérique. Elle s'y emploie au quotidien au travers de son action en matière de cybersécurité et aussi en promouvant des actions d'éducation au numérique. Néanmoins, certaines des mesures proposées par le projet de loi soulèvent des questions importantes en matière de protection des libertés fondamentales des internautes, dont le respect à la protection de la vie privée. Et nous appelons donc le Parlement à poursuivre cette réflexion sur le juste équilibre nécessaire entre sécurité et liberté. Alors, ces précisions étant faites, je souhaite m'attarder sur quelques dispositions en particulier. Tout d'abord, s'agissant des dispositions de vérification de l'âge sur Internet, l'article 1er, l'article 2 notamment du projet de loi, la CNIL réaffirme son soutien à l'objectif poursuivi de protection de la jeunesse. Les systèmes de contrôle de l'âge présentent des enjeux importants en matière de protection des données personnelles et la CNIL a émis plusieurs recommandations à ce sujet. Le texte prévoit que la CNIL sera consultée par l'ARCOM sur le projet de référentiel qui fixera les exigences techniques permettant d'empêcher les mineurs d'avoir accès à des contenus pornographiques. En pratique, nous travaillons déjà la main dans la main sur ce sujet avec l'ARCOM pour qu'on ne puisse pas opposer la protection des mineurs et la protection des données personnelles. Dans son avis, le collège de la CNIL, très bien représenté dans votre commission spéciale, a appelé à préciser l'articulation entre les différentes mesures susceptibles d'être prises, que Roch-Olivier Mestre a évoquées. Par ailleurs, dès lors que nous constatons au quotidien le besoin d'un dialogue continu sur ces sujets très techniques entre l'ARCOM et la CNIL, il serait pertinent, là aussi, comme Roch-Olivier Mestre l'a souligné, d'introduire un mécanisme permettant formellement à l'ARCOM de saisir la CNIL pour avis dans le cadre d'une procédure de mise en demeure ou de sanction d'un opérateur de site pornographique, naturellement quand il y a des enjeux de protection de vie privée. Alors ensuite, l'article 5 du projet de loi prévoit de créer une peine de bannissement numérique infligée aux personnes condamnées pour diverses formes de harcèlement en ligne qui leur interdirait d'accéder à leur compte sur la plateforme en cause et d'en créer de nouveaux. Je profite donc de cette table ronde pour vous faire part de mes interrogations sur les solutions concrètes qui pourraient être mises en œuvre afin notamment d'empêcher la création de nouveaux comptes par la personne condamnée. En tout état de cause, les mesures pour bloquer les comptes existants et empêcher la création de nouveaux comptes, qui ne sont pas précisés dans le projet de loi, devront être proportionnées à l'objectif poursuivi.
Ces dispositions ne devraient pas conduire les réseaux sociaux à collecter des données supplémentaires ou à mettre en œuvre des traitements intrusifs pour l'ensemble de leurs utilisateurs, alors que ces mesures ne concerneront ou ne s'adresseront finalement qu'à un nombre limité de ceux-ci. En outre, je m'interroge sur la pertinence d'un blocage qui reposerait sur l'adresse IP, dans la mesure où il pourrait être facilement contourné, par exemple avec un VPN, et que cela porterait atteinte aux libertés de toutes les personnes vivant dans le foyer concerné. En ce qui concerne maintenant le filtre national de cybersécurité à destination du grand public, c'est l'article 6, la CNIL approuve le souhait du gouvernement de renforcer la protection des internautes contre les risques cyber via l'affichage d'un message dans leur navigateur lorsqu'ils accèdent à un site comportant des risques. Là aussi, il est crucial que l'objectif légitime de cybersécurité ne conduise pas en pratique à une restriction abusive des libertés de communication et d'expression. À cet égard, je note avec satisfaction que des garanties ont été apportées et qu'un contrôle indépendant de la mise en œuvre du filtrage sera confié à un membre de la CNIL. Et ayant toutefois à l'esprit, parce que vous parliez de moyens, Madame la Présidente, à 2 reprises, que le nombre potentiel de sites cybermalveillants serait, je parle au conditionnel, de l'ordre de 300 000 par an, le contrôle de ces sites constituera donc un défi considérable qui implique des moyens adéquats. Concrètement, la CNIL est susceptible de recevoir des notifications concernant peut-être 1000 adresses mail par jour. Donc il faut quand même voir un peu ce dont on parle. Et pas simplement la CNIL, évidemment, l'autorité administrative qui est chargée des pouvoirs, des compétences prévues par le projet de loi. S'agissant des modalités techniques de déploiement de ce filtre, la CNIL, comme elle l'a indiqué dans son avis, est favorable à ce que le filtrage soit réalisé au sein du navigateur Internet, donc sous la responsabilité de l'internaute, préservant ainsi sa liberté de communication, et que l'activation du dispositif au niveau des fournisseurs d'accès à Internet, les FAI, et des systèmes de résolution des noms de domaine, DNS, soit réservée aux cas les plus graves. Par ailleurs, s'agissant de la régulation des services d'intermédiation de données, sur les articles 11 et 12 notamment, instaurés par le DGA, le projet de loi désigne l'ARCEP pour superviser ces nouveaux acteurs. La CNIL souligne que si certains de ces acteurs traitent des données industrielles et très peu de données personnelles, une partie d'entre eux ont pour activité principale de commercialiser un accès à des bases de données personnelles. Pour ces acteurs, le DGA et le RGPD s'appliqueront parallèlement, et le DGA prévoit qu'en cas de contrariété, le RGPD prévaut. En outre, les règles du DGA sont en partie des règles qui sont décalquées ou précisées du règlement général sur la protection des données. Il y a donc un risque de complexité et d'insécurité juridique que l'ARCEP et la CNIL devront parer en travaillant ensemble. La CNIL doit pouvoir notamment jouer pleinement son rôle dans la qualification des acteurs et des données qui traitent ces acteurs, afin qu'eux-mêmes et l'ARCEP puissent déterminer les règles s'appliquant à eux. La CNIL a formulé certaines propositions dans son avis. Nous proposons que le collège de la CNIL propose que la loi soit complétée pour prévoir une transmission systématique à la CNIL des notifications que ces prestataires feront à l'ARCEP pour déclarer leur activité. Cela permettrait à la CNIL de rendre un avis pour indiquer à l'acteur et à l'ARCEP si le RGPD s'applique ou non, en parallèle du DGA, et dans quelle mesure. Cela améliorerait la sécurité juridique et nourrirait le dialogue entre les régulateurs. Dans le même esprit, une consultation systématique et préalable de chacune des 2 autorités, ARCEP et CNIL, avant toute adoption d'un texte de droit souple par l'un ou l'autre des 2 régulateurs, me paraît aussi nécessaire. Et puis, je pense qu'il y a une modification rédactionnelle qui serait utile d'apporter au petit 2 de l'article 13, qui évoque sur des sujets précis la consultation de la CNIL par l'ARCEP, mais en mettant un cas échéant dont j'ai un peu du mal à comprendre ce à quoi il se rapporte et que je proposerai volontiers de supprimer. Enfin, je veux conclure sur les compétences confiées à la CNIL dans le cadre du DGA et du DSA. Cela concerne l'altruisme des données.
la publicité en ligne et la protection des mineurs. J'approuve les choix du gouvernement dans la mesure où, d'une part, l'altruisme des données reste à construire et présentera des enjeux en matière de protection des personnes, et où, d'autre part, la publicité en ligne et la protection des mineurs, et pour ces sujets-là, en tout cas, le DSA précise des règles qui sont déjà présentes dans le RGPD. Au regard de la diversité des acteurs qui devront mettre en musique le DSA, je ne peux pour conclure qu'insister à nouveau sur la nécessité d'une coopération étroite entre les autorités compétentes, l'ARCOM bien sûr, la DGCCRF et nous-mêmes, qui existe déjà de fait, pour là encore assurer une régulation cohérente et garantir une sécurité juridique des acteurs concernés. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je vais passer maintenant la parole à Loïc Hervé pour une première série de questions relatives à notre texte. Merci. Merci Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes, Monsieur le Président. D'abord une question d'ordre général. Le Sénat a adopté hier après-midi une proposition de loi relative à la reconnaissance biométrique qui prévoit un panachage des collèges permettant par exemple au président d'une autorité d'être membre de droit du collège d'une autre autorité. C'est déjà, je crois, ce qui existe, Madame la Présidente de la CNIL, avec la CADA, chez vous. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut développer? Et est-ce que c'est le gage d'une meilleure coopération entre les différentes autorités administratives indépendantes que vous représentez ce matin? Vous avez évoqué de manière très complète le texte de loi qui a des conséquences sur la vie de vos différentes autorités administratives indépendantes. Est-ce qu'il y a dans ce texte, à vos yeux, des lacunes, des domaines qui ne sont pas couverts et qui mériteraient de l'être, en tout cas à l'échelle de ce texte, et qui pourraient alimenter le travail parlementaire de cette commission spéciale pour nourrir encore le travail qui est fait? Monsieur le Président de l'ARCOM, on a évoqué hier dans une audition rapporteur à laquelle évidemment les membres de la commission étaient conviés, certains d'ailleurs étaient présents, je pense à Laurence Rossignol. On a évoqué cette question hier, mais je pense que c'est important que vous le fassiez à nouveau devant les collègues de la commission spéciale sous ce format d'audition plénière à propos du référentiel. Le législateur va vous confier cette mission de rédaction du référentiel. Ça peut apparaître comme étant une question technique. À bien des égards, ça ne l'est pas. Et j'aimerais que, devant les membres de la commission, vous puissiez venir plus avant sur les questions de planning, les questions d'ores et déjà de technologie que vous envisagez de préconiser, afin qu'on puisse mieux connaître à la fois, mais vous l'avez déjà évoqué dans votre propos liminaire bien évidemment, à la fois les enjeux que ça recouvre, aussi les difficultés que ça peut contenir. C'est un référentiel qui va être important parce qu'il va faire jurisprudence quand il s'agira aussi d'imaginer, et c'est la crainte d'ailleurs d'un certain nombre d'acteurs, d'aller sur d'autres secteurs de l'Internet qu'il conviendrait ou qu'il conviendra de réguler. J'en viens à votre pouvoir d'injonction administrative qui est créé par l'article 2. Comment est-ce que vous concevez ce pouvoir d'injonction administrative sur l'accès des sites pornographiques aux mineurs? On a bien vu les difficultés de mise en œuvre de textes de loi déjà votés. Comment est-ce que vous envisagez ce nouveau pouvoir? Et de la même manière, comment est-ce que vous pouvez vous nourrir de votre travail aujourd'hui accompli avec la plateforme Pharos à l'égard de ce pouvoir? J'en viens à la CNIL, Madame la Présidente. Vous avez touché du doigt à 2 reprises la question des moyens de la CNIL. Est-ce que vous avez une évaluation de ces nouveaux moyens dont la CNIL aurait besoin, eu égard à l'ampleur des missions qui vous seraient confiées? Est-ce que vous avez une idée d'ores et déjà à l'échéance de ce texte de cet ordre-là? Voilà, Madame la Présidente, les questions que j'avais à poser plutôt à 2 de nos présidents, mais en tout cas à des questions générales aux 3 présidents que je remercie de leur présentation extrêmement complexe qui ont fait que j'ai des questions assez restreintes. Permettez-moi de juste compléter par une question rapide.
La question de l'accès aux sites pédopornographiques est essentielle, mais il y a aussi toute la question du harcèlement de nos jeunes, avec des conséquences dramatiques. On a encore vu ça ces derniers jours. Concrètement, expliquez-nous comment le nouveau texte va vous permettre, nous l'espérons, de résoudre cette question. Merci. Présidente, vous aviez quelque chose à dire? J'ai l'impression que je suis concernée, enfin l'ARCEP plutôt est concernée que par la première question qui est le panachage des collèges d'autorité. Donc juste un petit mot d'abord pour vous rappeler que la coopération est bonne et qu'on se voit régulièrement et qu'on échange régulièrement, que le fait le président d'une autorité de l'ARCEP, par exemple, soit membre du collège de la CNIL par droit et vice-versa, me paraît pas forcément la meilleure solution, parce qu'on peut avoir un effet de biais qui est que les décisions d'une autorité emporteraient l'avis de l'autre, en fait, au moins en communication à l'extérieur. C'est-à-dire, typiquement, l'ARCEP a un membre de la CNIL en son sein, on prend une décision, c'est pas forcément avec l'accord du membre de la CNIL, on peut, par exemple, et quelquefois, on n'a pas nécessairement l'unanimité dans les décisions qu'on prend, mais on prend une décision, et on aurait l'impression de l'extérieur que la CNIL a validé ainsi la décision de l'ARCEP. Donc moi, je ne suis pas favorable, je préfère de loin les avis croisés, où chacun, autorité, selon ses objectifs de régulation, on est 3 autorités avec des objectifs de régulation différents, vous l'avez dit en introduction, plutôt les contenus pour l'ARCOM, plutôt la défense des libertés individuelles pour la CNIL, et plutôt une haute autorité pro-concurrence et un régulateur économique, on est un régulateur économique pro-concurrence, qu'on puisse rendre des avis, chacun dans nos objectifs de compétences, par des avis croisés. Ça me paraît plus voilà, et simplement vous dire que les coopérations en fait entre autorités existent. On a des collèges communs avec l'ARCOM, ARCEP. Il n'y a pas eu besoin d'ailleurs de texte de loi pour qu'on le mette en place. Donc 1 à 2 fois par an, on a des collèges communs avec ARCEP, ARCOM, et on a aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, un pôle de travail ensemble commun entre l'ARCOM et l'ARCEP. Cette coopération, elle doit exister naturellement au niveau des collèges, mais elle doit aussi exister par des groupes de travail communs ou par des pôles communs au niveau des équipes. C'est absolument essentiel. Et donc voilà, donc j'ai un avis assez réservé sur le panachage des autorités. Merci. Alors, Monsieur le Président, avec cette question aussi du harcèlement. Alors sur le premier point, je fais volontiers mienne la réponse de l'ordre de la Rodière. Je pense que les mécanismes de consultation, d'une part, tels qu'ils sont prévus par les textes, ou tels que nous les pratiquons nous-mêmes, c'est voilà, chaque fois qu'une problématique intéresse une autre autorité, la consulter formellement, soit parce que les textes le prévoient, et nous avons suggéré là en l'occurrence d'instaurer une procédure formelle s'agissant de la protection des mineurs dans le texte qui vous est soumis, soit par notre pratique, ce qui se fait entre nous, la mécanique des conventions, qui est un dispositif souple mais tout à fait efficace. C'est ce qu'on a fait au moment où j'ai pris mes fonctions avec l'ARCEP. On a conclu une convention et on a décidé de créer un service commun. Les procédures d'audition périodiques. Marie-Laure Denis avait eu la gentillesse de me convier pour une intervention devant le collège de la CNIL il y a quelques semaines, et elle a bien voulu répondre à notre invitation devant le collège de l'ARCOM. Nous avons reçu il y a peu de temps le président de l'autorité de la concurrence devant le collège. Je suis moi-même auditionné cette semaine par le collège de l'autorité de la concurrence. Ce type de mécanisme me paraît préférable. Nous avons les uns et les autres des collèges qui sont déjà en nombre. Bon, la CNIL a le collège le plus important. Mais je rappelle que l'ARCOM a un collège composé de 9 membres permanents. Donc plutôt qu'une présence supplémentaire institutionnelle, il me semble que les mécanismes que nous avons évoqués sont plus adaptés. Sur les lacunes, à ce stade, pour ma part, je n'en identifie pas, mais nous irons en marchant, si je puis dire. Alors le référentiel, vous avez raison, sera bien sûr un sujet important. Je
Je rappelle, je l'ai dit dans mon propos introductif, je l'ai souligné devant vous hier soir, que nous attendons une décision de justice le 7 juillet. Donc, je serai précautionneux dans mes expressions en attendant cette décision prochaine de la justice. Nous travaillons sur ce sujet avec la CNIL d'une part et le PEREN d'autre part pour bien préparer ce document qui, je pense, sera prêt l'automne. Je souligne qu'on n'échappera certainement pas sur ce volet-là à une consultation de niveau européen, au regard de la nature du texte, la notification à Bruxelles. Sur les procédures d'injonction, donc, comme je l'ai souligné dans mon propos introductif, donc la lecture qu'on fait du projet de loi qui nous est soumis, il y a deux types de dispositions distinctes entre l'article 1 et l'article 2. L'article 1, tel que on le comprend, donc, vise plus spécifiquement des dispositifs de vérification d'âge qui ne respecteraient pas suffisamment la vie privée au regard du référentiel qui aura été bâti par l'ARCOM après avis de la CNIL et la collaboration du PEREN. Et donc, dans ce cas de figure, le texte évoque la possibilité de mise en demeure et de sanctions financières. Et puis l'article 2, qui, si on a bien compris le texte, vise l'absence de mise en place d'un dispositif efficace de vérification de l'âge qui pourrait conduire à ce moment-là l'autorité à demander le blocage du site. Mais cet article 2 ne fait pas référence lui-même au référentiel. Donc c'est la raison pour laquelle, devant lors de l'audition d'hier soir et à nouveau ce matin, il nous semble, dans une optimisation du texte à la CNIL comme à nous-mêmes, Marie-Laure Denis pourra préciser sa position, que nous pourrions harmoniser ces deux articles en un seul, prévoir effectivement une mesure de consultation formelle de la CNIL par l'ARCOM dans l'hypothèse où on serait amené à faire un constat d'un dispositif mis en œuvre par un site qui porterait atteinte de façon excessive à la vie privée en regard du référentiel que nous aurions élaboré, mais en tout cas d'avoir un seul schéma de procédure pour éviter ces zones d'ambiguïté. Voilà, alors la question du harcèlement est bien évidemment une question centrale, Madame la Présidente. Pour tout vous dire, je vois aujourd'hui même, après cette audition, le ministre de l'Éducation nationale pour en parler avec lui. Le règlement sur les services numériques a pour objet et pour ambition, comme vous le savez, de conduire les sites qui seront couverts par ce texte, de lutter contre tous les contenus de nature illicite, mais de viser plus spécifiquement tout ce qui a trait à la haine en ligne et aux mécanismes de harcèlement, avec l'obligation pour ces sites, d'une part, de procéder à l'évaluation des risques de nature systémique que chacune de leurs plateformes peut comporter, d'imposer à ces sites des mécanismes annuels d'audit externe pour vérifier les dispositifs qu'ils mettent en place, soit d'intelligence artificielle, soit de modération humaine, l'obligation pour ces sites de mettre leurs données à disposition de la sphère académique pour qu'ils puissent mener leurs travaux de recherche et contrôler notamment la façon dont leurs algorithmes procèdent, donner aux autorités de régulation un pouvoir de sanction. Ce sera un pouvoir de sanction important puisque, en l'occurrence, les sanctions pourront aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Donc c'est bien évidemment une voie de réponse très importante. Alors après, tout est bien évidemment dans un art d'exécution, mais l'heure de vérité va sonner très vite. Ce règlement pour les très grandes plateformes sera effectif à partir de la fin du mois d'août de cette année. Twitter, Elon Musk, répond-il au DSA fin août? TikTok, tel qu'on le connaît aujourd'hui, répond-il aux dispositions du DSA? La réponse va se poser très vite. Et pour l'Union européenne, pour la Commission, pour la gouvernance de ce texte, l'heure de vérité sonnera nécessairement très, très rapidement. Et il y a un enjeu de crédibilité qui est tout à fait essentiel.
J'ajoute qu'il y a une autre dimension qui est bien évidemment essentielle, c'est le volet éducation aux médias et éducation à ce que je serais tenté d'appeler, en tout cas ce que nous sommes tentés d'appeler à l'ARCOM, éducation à la citoyenneté numérique. Maintenant, c'est plus seulement les questions de l'éducation aux médias, de savoir utiliser ces outils, c'est comment très tôt on fait l'apprentissage d'une citoyenneté numérique. C'est pas parce qu'on ouvre un compte sur TikTok, sur Facebook ou sur Twitter que du jour au lendemain, on doit se transformer en délinquant potentiel, à harceler ses camarades de classe, à injurier son prochain ou à faire circuler des fausses informations. Et donc là, il y a effectivement un travail en amont, un travail éducatif qui est extrêmement important. Merci. Je me tourne vers Marie-Laure Denis. Avez-vous des réponses à apporter en complément aux questions? Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Donc, en ce qui concerne l'éventuel élargissement du collège de la CNIL et des autres autorités concernées, c'est vrai qu'a été reprise hier, vous l'avez souligné, Monsieur le rapporteur, dans la proposition de loi sur la reconnaissance faciale, une idée qui avait été exprimée dans le rapport de Philippe Latombe et de Philippe Gosselin à l'Assemblée nationale sur l'utilisation des images de sécurité dans le domaine public pour lutter contre l'insécurité. Mais ce que disait précisément cette recommandation numéro 36 de ce rapport, c'était l'idée d'élargir le collège de la CNIL était le pendant du fait que cette proposition suggérait de consacrer la CNIL en tant que chef de file de la régulation des systèmes d'intelligence artificielle. Donc c'était pour une compétence très particulière, très structurante. Donc naturellement, il appartient au législateur de voir ce qu'il veut faire au sujet de cet élargissement, mais ça a d'autant plus de sens qu'il y aurait une compétence très structurante ou pas. Sinon, on fait déjà beaucoup d'interrégulation. Lors de la Rodière et Roch-Olivier Maistre l'ont rappelé. On le fait de façon structurelle à la CNIL avec le président de la CADA, qui est membre de droit d'ailleurs comme l'a rappelé Loïc Hervé, de notre collège, avec une voix tout à fait délibérative, et la défenseur des droits est aussi membre de droit de notre collège, mais avec une voix consultative. Et Roch-Olivier Maistre a aussi souligné, en passant, que notre collège comportait déjà 18 membres, en fait, ce qui est peut-être pas le collège le plus important en nombre de l'ensemble des autorités administratives indépendantes, mais en tout cas des autorités de régulation, très probablement. Sur les lacunes, moi, j'en ai pas décelé, au-delà de ce que j'ai pu exprimer dans mon propos liminaire de souhait de précision. Il y a quand même un sujet, notamment sur la mise en œuvre des dispositions du DSA, etc. Il y a quand même des pouvoirs de sanction et d'enquête de la CNIL qui sont préciser, modifier, etc. Et il faudrait, par cohérence, qu'à un moment ou un autre, dans les textes qui concernent la CNIL, dans la loi de 78, dans le décret d'application, etc., toutes ces règles concernant nos procédures répressives soient un peu harmonisées ou écrites, parce que sinon, ça peut être compliqué quand même pour les acteurs de s'y retrouver. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit le président de l'ARCOM sur le fait qu'il nous semblerait, s'agissant du contrôle de l'âge, utile de fusionner les articles 1er et 2 de la loi par cohérence et qui est une saisine formelle de la CNIL par l'ARCEP en cas de manquement concernant un site pornographique qui pourrait concerner nos compétences. Et puis, monsieur le sénateur Hervé, vous avez parlé des moyens de la CNIL. Donc, il faudra qu'on précise, que les choses soient davantage précisées, notamment aussi quand il y aura un décret d'application sur le filtre cyberarnaque et le rôle de l'autorité administrative qui sera en première ligne et le rôle du membre du collège de la CNIL et donc des services de la CNIL qui pourraient potentiellement se voir envoyer 1000 URL de sites par jour. Et tout ça avec des possibilités de recours suspensifs. Donc il y a quand même un enjeu fort à ce qu'on puisse être efficace et qu'on puisse répondre. C'est sûr qu'avec 200
70 agents à la fin de l'année dernière, sachant qu'on nous voit beaucoup comme le gendarme de la protection des données, mais ce que voit moins un certain nombre de personnes, c'est qu'on fait aussi beaucoup, alors gendarme de la protection des données pour traiter les 12 à 14 000 plaintes qu'on a par an, prononcer un certain nombre de sanctions, faire des contrôles. Notre but étant la mise en conformité, d'ailleurs pas nécessairement la sanction pour la sanction. On fait aussi beaucoup d'accompagnement, beaucoup pour les entreprises innovantes dans le domaine du numérique. On a créé un bac à sable. C'est la 3e année pour accompagner des entreprises innovantes. Il y a 2 ans, c'était sur la santé en numérique. L'année dernière, c'était sur les outils numériques dans l'éducation. Cette année, ça sera sur l'intelligence artificielle et les administrations. On a créé aussi un accompagnement renforcé où pendant 6 mois, on accompagne des entreprises à très fort potentiel de développement économique et numérique. L'idée, pour dire les choses clairement, c'était qu'on se dit que ça aurait été intéressant pour la CNIL d'accompagner Doctolib au moment de sa création, plutôt qu'à un moment où Doctolib est très installé à beaucoup de traitements de données. On a fait un appel à candidature cette année, on a eu 47 très exactement, entreprises innovantes et de développement, et à fort potentiel de développement économique qui ont souhaité être accompagnées par la CNIL en matière de protection des données. C'est dire qu'on n'est pas juste assimilé à un rôle de gendarme de la protection des données. Et après, je crois qu'on est la seule autorité de protection des données en Europe à avoir un laboratoire d'innovation numérique, à essayer de soulever le capot d'un certain nombre d'innovations, les assistants vocaux, l'intelligence artificielle. On vient de créer un service sur l'intelligence artificielle. Demain, on fait pour la 2e fois un Privacy Research Day où l'idée, c'est de faire des ponts entre les régulateurs, les entreprises et les chercheurs. L'année dernière, pour la première édition, il y a 4000 personnes qui ont suivi ce Privacy Research Day, donc sur les enjeux entre recherche, régulation, entreprise en matière de protection des données. Et donc, pour le filtre anti-arnaque, très concrètement, je pense qu'il faudra des moyens supplémentaires pour la CNIL, indépendamment de ceux qui sont potentiellement déjà budgétés, s'ils sont confirmés, pour l'année prochaine, si on veut garantir l'efficacité de ce dispositif. Petite remarque au passage, en vous remerciant, Madame la Présidente, pour les précisions. Il y a quelques jours, la Commission de la Culture recevait Jacques Toubon à l'occasion des 40 ans de la loi sur la défense du français. Ça me dérange d'entendre privacy research, je sais pas quoi. Je pense qu'on a des termes français utilisés. Alors c'est vrai que ma langue a fourché parce qu'on s'y emploie et d'ailleurs il a raison. Certaines personnes, certains citoyens ne manquent pas de nous reprendre quand on utilise des termes. Et comme j'ai de beaucoup de sympathie pour Jacques Toubon, je ne voudrais en aucune façon le mécontenter. Et donc je reformulerai autrement cette phrase. Alors je donne la parole à notre 2e rapporteur Patrick Chaise pour l'autre volet. Merci Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes, Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors, je vais essayer de cibler mes questions, parce que le temps passe. Je sais que mes collègues sont aussi impatients de vous poser tout un tas de questions. Je vais déjà donc cibler l'article 6 de ce texte, et notamment sur cet article 6, je voudrais savoir de quelle façon les autorités que vous représentez contribueront au déploiement du filtre anti-arnaque, qui est donc prévu à cet article. La mise en place d'un dispositif ordonné par voie administrative plutôt que par voie judiciaire vous semble-t-elle plus efficace? Enfin, plus spécifiquement pour la CNIL, qui est donc désignée comme autorité garante du caractère adapté et proportionné des mesures prises dans le cadre de ce dispositif, qui sera la personnalité qualifiée, ou en tout cas quel sera son profil au sein de la CNIL pour assurer ce rôle. Sur la régulation du marché de l'informatique en nuage, Madame la Présidente, l'encadrement des crédits et la suppression des frais de transfert sortant de données, le projet de loi donc attribue à l'ARCEP un nouveau rôle de gendarme de l'informatique en nuage. Madame la Présidente, êtes-vous satisfaite de ce nouveau rôle? Sur les services d'intermédiation de données, donc, d'autres États membres ont-ils effectué ou ont-ils manifesté l'intention d'effectuer un autre choix que la désignation de leur autorité de régulation des télécommunications comme seule compétente pour l'application du Data Act? Donc, ça concerne l'article
11. J'ai compris, Madame la Présidente de la CNIL, que vous aviez des propositions à nous faire, donc je suis bien sûr ouvert à cela. Une compétence, notamment de l'ARCEP et de la CNIL, exercée en commun ou partagée, a-t-elle été envisagée? Et en fait, quels avantages et inconvénients d'une telle solution aurait-elle présenté? Sur l'article 25, qui concerne les procédures de saisine et de visite de l'ARCOM, en quoi est-il nécessaire de préciser dans la loi que les autorités compétentes pour la mise en œuvre du règlement sur les services numériques coopèrent étroitement, se prêtent mutuellement assistance et se communiquent librement des informations? Ça fait un peu lecture du Code civil des mariages. Quel sera l'objet des conventions de coopération que vous allez signer? Et pourriez-vous nous en dire davantage sur ces conventions? La procédure de saisine et de visite des locaux fournisseurs des services entre 6h et 21h nous interpelle donc dans la rédaction. Si la procédure ne peut être autorisée que par le juge des libertés et de la détention, il est prévu que toutes les conditions de réalisation de cette procédure soient fixées par voie réglementaire, ce qui donc nous étonne un peu. Je voudrais avoir votre avis sur cette question et peut-être que vous puissiez nous détailler la procédure qui est prévue, qui s'apparente, on peut le dire comme ça, à une perquisition. Voilà, Madame la Présidente, rapidement les questions que je souhaitais poser. Merci. Alors, je rends la parole au président et présidente. Qui souhaite la prendre en premier? Madame Denis. Merci Madame la Présidente. Donc Monsieur le rapporteur, sur l'article 6, donc le filtre national de cybersécurité, donc le projet de loi prévoit effectivement la création d'un filtre national qui permet d'alerter les internautes donc par le biais d'un message d'alerte dans leur navigateur lorsqu'ils souhaitent accéder en fait à un site malveillant. Donc tout le sujet, ça consiste à avoir des garanties entre les tout le sujet consiste à avoir des garanties entre l'efficacité de ce filtre, effectivement, et d'avoir des garanties en matière de liberté de communication et d'expression. C'est pour ça que le texte prévoit, et reprenant en cela largement l'avis du Conseil d'État, enfin, un certain nombre de procédures avec des délais, d'abord un avertissement, le cas échéant, après un blocage, etc. Pour répondre directement à votre question, de ce que je comprends du texte, ça serait un membre du collège de la CNIL qui serait donc indépendant, qui serait la personnalité qualifiée mentionnée dans l'article 6 pour s'assurer du caractère justifié des mesures et des conditions d'établissement et de mise à jour et de communication de l'utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Mais naturellement, nous ne pourrons désigner cette personnalité qualifiée que quand le décret d'application qui est prévu dans le texte sera pris. Notre message principal, c'est que en arriver au blocage, c'est évidemment quelque chose d'envisageable et qui doit être envisagé, mais dans notre esprit que pour les cas les plus graves, et puis la question des modalités et des moyens qui devront être précisés. S'agissant des services d'intermédiaire de données, donc comme j'ai pu le dire dans mon propos liminaire, il nous semble important que la CNIL soit saisie pour avis systématiquement et au préalable de toute déclaration en fait d'un intermédiaire de données auprès de l'ARCEP, pour que ce soit la CNIL, dont c'est la compétence, qui précise parmi ces données s'il y a des données personnelles et quelles sont les règles qui s'appliquent à ces acteurs, et par sécurité juridique y compris, et par lisibilité sur ces textes qui sont complexes, y compris pour les acteurs concernés. Il nous semblerait utile que si l'ARCEP ou la CNIL édicte des règles de droit souples sur le sujet des intermédiaires de données, il y ait une consultation préalable, là aussi systématique, de l'autre autorité concernée. Et puis, dans le texte, je crois que c'est l'article 13, il y a au deuxièmement de l'article 13
le cas échéant, que pour ma part je ne comprends pas et que je supprimerai et que je proposerai de supprimer parce qu'il est ambigu ou c'est à propos de la consultation de la CNIL par l'ARCEP. Dans les conditions fixées par décret, cette autorité recueille le cas échéant les observations éventuelles de la Commission par rapport à des demandes qui peuvent concerner un règlement sur la gouvernance européenne des données. Je ne vois pas très bien pourquoi il y a un le cas échéant que je suggérerais de supprimer. Voilà, monsieur le rapporteur, en ce qui me concerne. Merci. Merci. Monsieur le Président de l'ARCOM. Sur le principe de la coopération, donc l'équilibre que le texte propose, donc en fixant les grands principes de cette coopération dans la loi, mais en renvoyant les modalités de ces coopérations entre les uns et les autres à des outils plus souples du type convention, nous paraît le dispositif adapté. C'est vrai que la nature des informations qu'on va échanger peut avoir un caractère sensible, et de ce point de vue-là, avoir une référence de nature législative nous paraît important. Chaque autorité, on l'a vu dans les interventions respectives de Madame Denis et de Madame de la Rodière, a des champs de compétences propres. Sur la mise en œuvre du DSA, on l'a évoqué tout à l'heure, on aura des attributions respectives les uns et les autres à faire valoir, et donc c'est ça qui est utile de couvrir par la Convention au regard de nos attributions respectives pour bien fixer les modalités de cette coopération entre nous. Et sur le pouvoir de visite, si j'ose dire, bon, c'est vrai que c'est un petit peu inspiré des pouvoirs dont peut disposer l'autorité de la concurrence. On a en face de soi des acteurs qui sont des acteurs puissants. Donc voilà, doter l'autorité... C'est des acteurs avec lesquels il faut pouvoir dialoguer dans une position qui n'est pas une position de faiblesse. Madame de la Rodière. Oui, merci. Merci de votre question sur la façon dont l'ARCEP accueille ces nouvelles compétences, notamment en matière d'informatique en nuage. On pense que, c'est ce que j'ai dit, on l'accueille très favorablement parce qu'on pense que c'est un marché qui doit être déverrouillé, qu'il y a à la fois des freins contractuels, mais aussi des freins techniques liés à la migration des clients vers d'autres fournisseurs, qu'il y a une concentration du marché à 70% autour de 3 ou 4 fournisseurs, tous américains, et que si on veut faire émerger des entreprises européennes puissantes dans ce secteur, et il y a aussi il faut déverrouiller le marché. Ça, il y a un enjeu économique parce que c'est un marché en croissance, évidemment, mais il y a aussi un enjeu de souveraineté pour l'Europe de pouvoir faire émerger ce type d'acteurs et de proposer des solutions souveraines d'hébergement des services informatiques et de différents services informatiques en nuage. On l'accueille d'autant plus favorablement qu'on est un régulateur technico-économique du numérique, que notre expertise technique et notre culture d'ouverture des écosystèmes numériques nous motive beaucoup à prendre en compte cette nouvelle compétence et ce nouveau marché à déverrouiller. Concernant tout le monde a parlé des moyens nécessaires aussi. On aura besoin de moyens nécessaires à l'ARCEP aussi pour prendre ces nouvelles compétences, que ce soit sur l'informatique en nuage ou sur le Data Governance Act, parce que on nous retire pas de compétences, et que aujourd'hui, exactement comme à l'ARCOM et à la CNIL, je crois qu'on a des personnes et des salariés à l'ARCEP qui sont très occupés, et que d'ailleurs, quelquefois certains d'entre vous ou quelquefois des acteurs nous disent qu'on n'est pas suffisamment réactif, mais c'est souvent qu'une question de moyens derrière. Et donc il faudra penser à prendre en compte cette demande lors de la loi de finances de 2024. Un mot sur la question de l'exercice en commun de la compétence sur les prestataires de services d'intermédiation de données. C'est très complexe, en fait. Ça serait très complexe, à la fois pour les acteurs, mais aussi pour les autorités, d'exercer ensemble une compétence au sein de deux autorités qui
n'ont pas été créés pour les mêmes objectifs, les mêmes enjeux, qui n'ont pas forcément les mêmes cultures de régulation. Ça me paraît très, très complexe. Donc, je ne trouve pas que ça serait une bonne idée que de modifier l'architecture actuelle du texte sur le DGA. Un point aussi pour dire que le DGA prévoit une notification systématique par l'ARCEP de l'ensemble des personnes, des prestataires de services d'intermédiation de données qui se seraient déclarés auprès de l'ARCEP. Et donc, nous allons notifier à la Commission européenne à chaque fois qu'il y ait un prestataire d'intermédiation de données qui va se déclarer. La Commission européenne a prévu de rendre publiques ces déclarations. Donc voilà, et je pense que c'est pour cette raison que le texte ne prévoit pas que l'ARCEP notifie à la CNIL. C'est que globalement, ça sera public et l'ensemble des acteurs qui le souhaitent pourront avoir accès. Si je peux me permettre une petite précision, moi c'est pas pour que ça soit public ou pas public, c'est que dans les jeux de données, il y a des données personnelles potentiellement et des données non personnelles. Donc ça permet, en notifiant à la CNIL, de pouvoir... Je vais essayer de manger le micro, de pouvoir informer ces acteurs, qu'ils le sachent, parce que c'est quand même très complexe pour les acteurs d'avoir à la fois le DGA, le RGPD, etc., qui sont potentiellement soumis à deux législations. Donc je ne vois pas bien en quoi, dans mon esprit, la notification à la Commission européenne n'est pas la même chose, n'a pas le même objectif que la notification à la CNIL, à qui il appartient de qualifier sur des acteurs qu'on connaît très largement, et il n'y en a pas 36 000, parce que dans l'analyse d'impact de la Commission européenne sur les services d'intermédiation de données, je crois qu'il y avait à peu près une cinquantaine d'acteurs identifiés en B2B, alors j'ose pas dire en B2B, en affaires tout affaires, ou à affaires, et en B jusqu'à C, il y en avait aussi une cinquantaine. Et à très court terme, il y a peut-être une demi-douzaine d'acteurs qui est concernée en réalité. Donc je ne vois pas très bien où est l'impossibilité et l'inconvénient de notifier à la CNIL, parce que c'est quand même à la CNIL qu'il appartient de déterminer sur les acteurs qu'on connaît aussi très largement s'il y a des données personnelles ou pas, me semble. Je reprends simplement parce que sur le parce non, mais des collègues qui ont des questions à poser. Par rapport à le cas échéant qui est précisé dans le texte et aussi par rapport au fait qu'il n'y a pas d'obligation de saisine, mais qu'il y a une obligation de saisine uniquement quand il y a un impact sur les données personnelles, la logique est la même, c'est qu'il y a des prestataires de services d'intermédiation de données qui vont offrir des services avec juste et uniquement des données industrielles. C'est-à-dire que c'est un nouveau champ en fait d'activité qui est censé se développer avec ce texte et qui touche beaucoup plus les données industrielles, les données économiques des acteurs et le partage au sein d'un secteur de données économiques et industrielles et pas nécessairement des données personnelles. Et donc c'est pour ça que le texte, comme le DGA d'ailleurs, prévoit une articulation de ce type-là. Et juste sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec Laure de la Raudière sur le fait que pour les acteurs qui essentiellement ont des données industrielles, ça relève totalement du DGA et de la compétence de l'ARCEP. Je précise simplement, mais c'est un point de détail, c'est pas que dans les données industrielles, il peut y avoir des données personnelles, des données de clients, des données de salariés, etc. Donc, encore une fois, je pense que c'est important pour les acteurs qui sachent qu'il y a potentiellement deux séries de textes sur deux types de données différentes, sachant qu'en plus, quand les données sont inextricablement liées entre les données personnelles et les données qui ne le sont pas, elles basculent du côté du RGPD. Tout ça est très compliqué, mais c'est pour dire que tout ce qui pourra renforcer les mécanismes de coopération et d'articulation entre nos deux autorités, je ne doute pas que ça sera le cas. Voilà la raison pour laquelle c'est dommage que ce texte anticipe un peu le Data Act, parce que le Data Act venait équilibrer aussi le Data Governance Act, très clairement. En tout cas, prévaudra toujours le RGPD, Madame Denis. Voilà. On sera extrêmement vigilant, mais vous avez raison de dire que les données industrielles, il faut qu'elles soient brutes, pour aussi ne pas porter préjudice aux entreprises qui acceptent de les partager, et que, en effet, ça peut être corrélé à des données personnelles, il faut être très vigilant. Madame, juste pour conclure, non, parce que vous vraiment, avez, non, mais vous avez dit collègues. Ce que je voulais dire, c'est vraiment sans préjudice du RGPD.
Voilà, merci. Alors, j'ai 6 demandes de prise de parole. 3 concernent, je pense, la lutte contre la pédopornographie. 3 autres, d'autres sujets. Donc, je vous donne la parole, chers collègues, en vous demandant, je suis désolée de vous contraindre, d'être très synthétique, vu le temps qui nous est imparti avant les réunions de groupe. Donc, Annick Billon, Marie Mercier, Laurence Rossignol, vous avez la parole successivement, et je donnerai la parole à Roch-Olivier Metz pour vous répondre. Et ensuite, Pierre-Antoine Lévry, Alexandra Borchio-Fontin et Florence Blatrix-Contat. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président et Mesdames les Présidentes pour déjà les nombreuses réponses que vous avez données au rapporteur et à la Présidente. Je reviendrai évidemment sur l'industrie de la pornographie, les sites pornographiques ayant été auteur avec mes collègues du rapport Porno, l'enfer du décor. On le voit, il y a des nouveaux pouvoirs de sanction et de blocage qui sont donnés à l'ARCOM. Je voudrais juste savoir si vous imaginez, dans l'état actuel de ces nouveaux pouvoirs, réussir à agir, puisqu'on l'a démontré dans notre rapport, les sites pornographiques sont souvent dirigés depuis des paradis fiscaux. Donc quel effet auront ces nouveaux pouvoirs à la fois de sanction et de blocage administratif? Et ma question rejoignait sur les moyens supplémentaires, donc elle est valable pour les trois organismes que nous recevons ce matin. Ensuite, moi je me pose une question quand même importante et qui rejoindra aussi le retrait des contenus pédopornographiques. Quid de la définition des contenus illicites et quid de la définition d'un contenu pédopornographique? Parce que il a été question de pilosité, il a été question de grosseur de sein sur les images. Donc comment réussir à définir? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin dans la définition pour une meilleure efficacité? Et ma dernière question, Madame la Présidente, sur le dispositif CNIL pérenne qui est actuellement en test avec le groupe d'Orcel, avez-vous des retours? Merci. Marie Mercier. Merci Madame Mercier. Madame Rossignol, toujours sur le même thème. Oui, absolument sur le même thème. Ma question s'adresse effectivement à la présidente de la CNIL. Le président de l'ARCOM ne m'entraînera par rigueur. On a échangé longuement hier après-midi. Quant à la présidente de l'ARCEP, je n'ai aucune compétence pour l'interroger. Et donc, je vais vous épargner de l'étaler, mon incompétence sur les questions numériques en général. Mais ma question est assez similaire à celle que vient de poser Marie Mercier. En fait, vous avez, Madame la Présidente de la CNIL, dit tout à l'heure qu'il fallait toujours veiller à la fois à la protection des mineurs et à la protection des données personnelles. Or, j'ai le sentiment, mais là encore, comme je ne suis pas une spécialiste du sujet, peut-être je me trompe, que lorsqu'il s'agit des données personnelles des consommateurs, des sites porno, on n'applique pas exactement la même règle qu'en ce qui concerne les utilisateurs d'autres sites. J'ai cru comprendre que sur les données personnelles, il fallait veiller à ce qu'elles ne circulent pas et que notre but était la protection. Marie Mercier l'a dit, en ce qui concerne les mineurs, sur la fréquentation des sites de jeux d'argent en ligne, la règle est assez claire, c'est carte de crédit
et preuve de l'âge. Donc là, on ne se pose pas la question d'une particulière protection des données pour ceux qui s'inscrivent sur les sites de jeux en ligne. Mais en revanche, pour les gens qui fréquentent les sites porno, on se poserait la question. Pourquoi ? Je ne comprends pas cette distinction et pourquoi on n'applique pas aux sites pornographiques la règle qu'on applique aux sites de jeux en ligne d'argent. Qu'est-ce qu'il y aurait de particulier à protéger dans les données des consommateurs de porno? Merci, mesdames, pour votre concision. Alors, monsieur Mestre. Merci, Madame la Présidente. Plusieurs observations pour répondre aux questions qui m'ont été posées. D'abord, pour souligner, mais vous le savez bien, compte tenu des travaux que le Sénat a menés, l'ampleur du phénomène. Nous avons publié il y a très peu de temps une étude très complète sur l'accès à ces sites de la part des mineurs qu'on a pu conduire avec notamment médiamétrie, donc des mesures très concrètes. Et on a pu mesurer l'ampleur du phénomène, l'âge de plus en plus bas de consultation de ces sites, le fait que cette consultation se fait très largement maintenant par l'intermédiaire de téléphones qui ne disposent pas de contrôle parental très souvent, et donc sans que les parents soient eux-mêmes en situation de pouvoir s'assurer de ce que leurs enfants font. Donc on a par ailleurs une documentation maintenant très importante. Le Sénat l'a évoqué largement sur les effets de cette consultation, sur les comportements, sur la sexualité des jeunes gens et la suite de leur vie, sur les relations entre les hommes et les femmes. Donc l'ampleur du phénomène est aujourd'hui bien connue. Je crois que l'opinion publique a largement bougé sur ces sujets-là. S'il pouvait y avoir des effets de tolérance il y a encore quelques décennies, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La justice elle-même s'est mise en mouvement, la justice pénale. Comme vous le savez, il y a des actions judiciaires qui sont aujourd'hui en cours sur l'industrie porno. Donc les lignes sont en train de bouger. Mais votre remarque, Madame Billon, Madame Mercier, Madame Rossignol, vos remarques sont très justes. Je suis frappé, honnêtement, que sur un texte de cette nature qui date maintenant de 3 ans, il n'y ait pas eu la moindre initiative, la moindre tentative pour essayer tout simplement de se conformer à une réglementation. Réglementation, Madame Mercier, qui d'ailleurs ne date pas spécifiquement de 2020, puisque l'interdiction d'exposer des mineurs à des contenus pénographiques est dans le Code pénal depuis de très nombreuses années. On a fait face, et vraiment je souhaite vous le dire, mais vous le savez, vous avez entendu l'ARCOM à plusieurs reprises, ou les représentants du collège qui suivent ces affaires très directement. On n'a pas ménagé notre peine sur cette affaire pour la mise en œuvre de ce texte. Je rappelle que chaque fois pour nous, c'est bien évidemment des procédures de constat d'huissier qu'on est obligé de mener pour s'assurer que les sites se conforment ou ne se conforment pas. Chaque fois, pour chaque mise en demeure, c'est des notifications au niveau européen, des notifications aux régulateurs nationaux, puisque la plupart de ces sites sont implantés à l'étranger. Donc je vous passe les détails sur les difficultés matérielles. Chaque acte que nous avons pris a été contesté. Donc les mises en demeure contestées devant le juge administratif, le décret d'application du texte contesté devant le juge administratif, bien évidemment, des QPC présentés devant le juge administratif, le même circuit devant le juge judiciaire, procédure, vous l'avez évoqué, Madame Mercier, de médiation qui nous a beaucoup surpris, puisque en quelque sorte on demandait une médiation entre le gendarme et le voleur, alors que la loi nous donne comme simple mission de constater si les sites se conforment ou pas aux dispositions du Code pénal. Donc on a chaque fois, bien évidemment, joué le jeu. Nous sommes une autorité qui, par définition et par nature, se conforme à la loi. Cette médiation a donné ce qu'elle devait donner. Donc, elle a fait pchit, pour reprendre une expression qui a fait Flores il y a quelques années. Et donc maintenant, on est suspendu à la décision du juge judiciaire. Donc on verra ce que le juge décide le 7. Alors, est-ce que le texte qui nous est soumis aujourd'hui va tout résoudre? Écoutez, j'en accepte l'augure. Effectivement, on rentre dans un schéma plus classique de régulation par le biais d'une autorité administrative, donc qui se voit dotée, elle, du pouvoir direct
de pouvoir prononcer une mesure de blocage et de déréférencement, bien évidemment, cette action sera menée sous le contrôle du juge. Donc il ne faut pas, bien évidemment, se faire complètement des illusions. Madame Rossignol et Madame Billon, vous l'avez dit vous-même, bien évidemment, le texte fera très tôt l'objet d'une QPC. Que sera la position des juridictions qui examineront ce texte? Sera-t-elle transmise à la Cour de cassation et sera-t-elle transmise ensuite au Conseil constitutionnel? C'est pas exclu. C'est pas exclu. Donc voilà. Le référentiel qu'on sera amené à prendre, bien évidemment, pourra lui aussi être contesté et devra de toute façon faire l'objet de mesures de notification à Bruxelles. Donc on aura quand même des délais liés à la mise en œuvre de ce référentiel. Donc la procédure contentieuse, enfin vous l'avez dit, toutes les trois, on a en face de nous une industrie organisée. La Grande-Bretagne a été mise en échec sur des dispositions de même type il y a 4-5 ans en même temps, même si elle est en train de reprendre l'initiative sur ce terrain. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que ce texte voté, l'ARCOM aura comme feuille de route, là comme ailleurs, la loi, toute la loi, et s'attachera bien évidemment à tout faire pour assurer sa mise en œuvre. Mais la guérilla contentieuse assurera vraisemblablement de solides rémunérations à quelques cabinets d'avocats de la place pour quelques années. Monsieur le Président, une toute dernière question sur ce sujet. Nous avons travaillé avec Ludovic Hay sur le projet de règlement visant à combattre et prévenir les abus sexuels sur les enfants. Est-ce que ce texte de règlement, qui est encore en cours de discussion, va amener quelque chose de supplémentaire, va être complètement articulé au DSA et aux mesures aussi que la France autorise de prendre? Et on passera à un autre sujet après. Oui, alors vous faites bien d'évoquer le sujet. J'ajoute qu'il y a quand même une dimension sur laquelle on n'a pas du tout évoqué, mais sur laquelle nous sommes aussi en initiative avec plusieurs de nos collègues européens, c'est le règlement sur les services numériques. Et la Commission européenne n'a pas été insensible à la démarche qu'on a faite, puisque certains de ces sites rentreront très vraisemblablement dans la mise en œuvre du règlement sur les services numériques, qui peut-être aussi un biais d'action. Alors ça ne résoudra pas la totalité du problème, parce que tous les sites ne rentreront pas dans cette catégorie. Je rappelle qu'il y a des centaines de sites pornographiques et que c'est un des éléments de consommation mensuelle les plus importants et de consommation de bande passante. L'heure de la redire pourrait le dire plus que moi, tout à fait considérable. Et le point que vous évoquez est important, c'est effectivement de trouver les bonnes articulations juridiques. Donc le point que vous évoquez est en cours d'examen de notre côté. Merci. Alexandra Borchio-Fontin. Ah, pardonnez-moi, je n'avais pas vu que Madame Denis avait levé la main. Non, mais en tout cas pour répondre aux questions qui ont été posées. Alors sur la question sur une expérimentation qui est menée aujourd'hui par un groupe en particulier, je n'ai pas de retour. L'expérimentation est menée. Je sais que les services techniques de la CNIL ont des contacts avec un certain nombre d'entreprises qui cherchent à mettre en œuvre justement le dispositif technique qu'on a préconisé en travaillant avec le pôle d'expertise de régulation numérique de l'État, le pérenne sur cette solution dite de double anonymat, c'est-à-dire permettre qu'un tiers de confiance, en quelque sorte, certifie votre majorité sans savoir quel site vous allez consulter, et que le site que vous consultez voilà, n'ait pas accès à votre identité, parce qu'il y a des millions de personnes qui consultent des sites Internet pour répondre à votre question, et que en matière de protection des données, qui soient identifiés par ces sites avec toutes les possibilités de hacking qu'il y a et de hackage, je peux vous dire que demain matin, vous aurez le fichier des personnes qui consultent des sites pornographiques qui sera dans la nature. La CNIL, comme pour tous les autres, non, moi je ne connais pas spécialement ce qui se passe pour les jeux en ligne, etc. Peut-être vous mieux que moi. La CNIL, je me permets quand même de le dire, sur ce sujet, n'avait aucune compétence particulière pour appliquer la disposition législative qui a été prise. La CNIL est dans son rôle en cherchant à protéger les données des personnes, et la CNIL a d'elle-même décidé de travailler sur des solutions
justement, techniques et autres, pour concilier ces enjeux de protection de vie privée et de protection de l'enfance, auxquels, naturellement, son collège est totalement attaché. Que les ravages de la consultation de la pornographie, chacun d'entre nous en est tout à fait conscient pour les mineurs. Donc la CNIL, qui aurait pu, entre nous, rester tout à fait dans ses chaussons, entre guillemets, à regarder les balles passer entre l'ARCOM qui a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait et les éditeurs de sites pornographiques, s'est retroussé les manches, a inventé elle-même en quelques semaines, c'est pas si simple que ça, une solution qui est aujourd'hui expérimentée par le gouvernement et qui potentiellement, après cette expérimentation, pourra aboutir. Et j'ajoute que, ce qui n'est pas tout à fait dans son ADN, le collège de la CNIL a en plus dit, mais dès à présent, vous pouvez, c'est estampillé CNIL dans un avis de la CNIL, vous pouvez utiliser les cartes bancaires, y compris à des transactions à 0 €, etc. On sait que c'est une solution imparfaite parce que un ado de 17 ans, il a peut-être une carte bancaire, mais celui qui a 12 ans, c'est quand même plus compliqué d'en avoir une ou une autre. Par ailleurs, la CNIL, et ce n'était pas nécessairement dans son ADN aussi, a dit, mais dès maintenant, vous pouvez utiliser des systèmes qui existent, d'estimation de l'âge, qui sont proposés par des entreprises. Je ne vais pas citer les noms. Alors, l'estimation de l'âge, entre 17 et 19 ans, ça ne sera peut-être pas parfait, mais un enfant de 13 ans qui se souhaitera se connecter à un site pornographique, et ben, logiquement, il ne pourra pas se connecter, etc. Donc, je crois que la CNIL a vraiment déployé toute l'énergie nécessaire en très peu de temps pour, tout en assumant ses compétences et son rôle qui est normal, essayer vraiment de faire en sorte de faciliter le travail de l'ARCOM et de répondre aux préoccupations extrêmement légitimes qui sont les vôtres. Merci. Bien. Bien. Je vais passer la parole à Alexandra Borchio-Fontimp. Merci. Merci Madame la Présidente. Je vais bien sûr rebondir sur les propos en cours et je trouve très regrettable finalement que tout le monde autour de cette table partage les constats actuels et les conséquences de l'exposition des mineurs au contenu pornographique, mais personne visiblement ne semble affirmer en tout cas qu'une solution existe, qu'elle soit... alors que techniquement je pense que rien ne l'empêche, on voit que sur d'autres sites internet ça marche, donc c'est assez décevant, mais j'espère en tout cas, et j'incrimine personne ici, on partage tous le même constat, mais je suis assez surprise que finalement rien ne bouge malgré l'énergie de chacun d'entre nous. Ma question était sur la coordination, en fait s'adresse à Monsieur le Président de l'ARCOM et Madame la Présidente de la CNIL, sur la coordination entre les référentiels prévus par la récente proposition de loi qui instaure une majorité numérique sur les réseaux sociaux et celui justement du PJL sur le contrôle de l'âge sur les sites pornographiques. Je voulais juste connaître un petit peu concrètement comment vous allez vous coordonner pour essayer de parvenir justement à ces propositions. Merci. Merci. Donc le référentiel, il ressort de la compétence de l'ARCOM sur le contrôle de l'âge. Donc c'est l'ARCOM qui va l'élaborer et l'ARCOM consultera la CNIL, notamment avant de l'adopter définitivement, notamment sur les caractéristiques techniques de ce dispositif, par exemple de double anonymat ou autre, parce qu'il y a une compétence à la CNIL sur ces sujets-là et parce qu'il s'agit de concilier, encore une fois, les enjeux que nous portons les uns et les autres. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus à ce stade, parce que moi, je ne travaille pas sur ce référentiel en ce moment. En tout cas, la coordination sera bien évidemment très, très étroite et j'adhère tout à fait à ce que Marie-Laure Denis a dit tout à l'heure. On a vraiment mené main dans la main nos travaux et nos réflexions ces derniers mois pour trouver la réponse appropriée. Ce que je voulais vous dire, c'est que les lignes quand même bougent. Bon, vous avez dit que rien ne bouge. Les lignes bougent et elles bougent dans le monde. Vous avez vu qu'un certain nombre d'États américains ont déjà pris des législations qui vont dans le même sens que la législation française. Plusieurs États européens et certains de mes homologues, je pense notamment à mon homologue allemand, ont les mêmes initiatives que nous à l'égard de sites porno, se heurtent un peu aux mêmes difficultés que nous, il faut bien le dire, même s'ils ont pu déjà obtenir une première décision de justice. Voilà, je pense que les lignes bougent. L'état de droit est ce qu'il est. C'est vrai qu'un justiciable a bien évidemment le droit de faire valoir et de contester des décisions qui sont prises par une autorité administrative. Attendons le 7 juillet. J'attends le 7 juillet quand même avec confiance. Je fais confiance à notre justice. Je crois qu'il y a quand même un état de l'opinion
sur la nécessité de protéger les mineurs, qui est aujourd'hui très, très fort. Hein. Il suffit de regarder le nombre d'articles qui sont publiés récemment. J'étais très frappé quand on a sorti il y a 3 semaines notre étude sur les statistiques qu'on a pu rassembler sur le sujet, de voir vraiment l'écho médiatique a été considérable sur le sujet. Toute la presse quotidienne régionale en a parlé, tous les médias nous ont sollicité sur le sujet et ont couvert cette donnée. Donc voilà, je pense que les lignes bougent. C'est un chantier de longue haleine. Il ne faut pas baisser les bras. En tout cas, nous, on ne les baissera pas. C'est bien la raison pour laquelle l'Europe s'empare elle-même du sujet, jugeant que le phénomène est suffisamment grave pour être vraiment pris à bras-le-corps au plus haut niveau. Madame Blattris-Contat, alors je pense qu'on va changer de sujet, je le pressens. Merci Madame la Présidente. Peut-être vous interroger sur la question de la publicité ciblée, mais avant, je voulais vous dire que avec plusieurs collègues, nos craintes concernant l'aspect coordination sur lequel vous avez déjà été interrogé à plusieurs reprises, nos craintes ne sont pas tout à fait levées. Et pour nous, c'est vraiment une condition d'efficacité de ce dispositif législatif. Donc, avec ma collègue Catherine Morin-Desailly, dans nos rapports sur le DSA et le DMA, nous avons vraiment vu que le modèle économique des plateformes est un enjeu essentiel. Et il est à l'origine de nombreux effets délétères de toutes ces plateformes. Donc, est-ce que la publicité vous paraît suffisamment traitée dans ce texte qui a vocation à mieux protéger les consommateurs? C'est ma première question. Et l'autre question portera sur le marché du cloud. Là aussi, la part des opérateurs européens a baissé significativement, presque divisé par 2 en 5 ans. Est-ce que vous pensez que les mesures figurant dans ce texte, c'est-à-dire interdiction des frais de transfert, interopérabilité, seront suffisants pour permettre aux opérateurs européens de se réinscrire dans ce marché et de se développer? Merci. Alors, Madame la sénatrice, sur votre première observation, vraiment, je veux être tout à fait catégorique sur l'état d'esprit qui est celui des présidentes et présidents des autorités indépendantes. Quand on parle de coopération entre nous, c'est pas un vain mot, c'est vraiment d'abord notre ADN personnel. Marie-Laure Denis, au-delà de nos liens d'amitié personnels très anciens, je crois, tout comme votre serviteur, a le sens du service public chevillé au corps. Et quand la loi est la loi, notre quotidien, c'est la loi. Et c'est vraiment ça notre feuille de route, et c'est ça qu'on met en œuvre. Et il n'y a pas de patriotisme d'autorité, de susceptibilité d'autorité l'une vis-à-vis de l'autre. On est vraiment dans un esprit de collaboration. Il y a une attente du législateur, on en a pleine conscience. On porte chacun une responsabilité particulière que nous confie le législateur. Mais on essaye de construire ensemble, de la manière la plus efficace possible, l'action nécessaire pour mettre en œuvre ce texte. Alors voilà, on est dans un état de droit, une fois encore, on agit dans cet état de droit, mais on déploie nos compétences avec le souci de faire en sorte que la volonté du législateur puisse se traduire de façon très concrète. Je voudrais vraiment vous convaincre de ça. Il n'y a pas de la moindre hésitation, la moindre réticence, le moindre feuille de papier à cigarette, comme on dit, entre nos autorités. On est vraiment dans cet état d'esprit et mobilisé pour atteindre l'objectif qui est le nôtre. Je pense que sur la publicité, entre les textes de niveau européen, la présidente Morin-Desailly les connaît bien, je pense là notamment à la publicité politique, qui est maintenant très clairement encadrée par les textes de niveau européen. Ceux qui sont pris là, d'autres textes de loi qui ont été pris récemment, je pense au texte de loi sur les influenceurs qui a pu être mis en œuvre récemment, que la protection du consommateur, pour reprendre votre question, est quand même mieux assurée. Bon, après, tout est un art d'exécution. Il faudra s'assurer dans l'application du texte que les choses sont bien conformes. Mais soyez assurés de notre détermination. Je pense que Marie-Laure Denis partagera mon sentiment. merci. Je ne saurais mieux dire, effectivement. Merci beaucoup. Madame la présidente de l'ARCEP, sur la question. Sur la question de l'informatique en nuage, les mesures du texte sont absolument nécessaires, à la fois la partie purement contractuelle, donc
abandonner les frais de transfert et limiter et encadrer les crédits des services d'informatique en nuage, mais aussi les mesures techniques qui sont celles de l'interopérabilité et de la portabilité. Elles sont d'autant plus nécessaires qu'on voit se développer une stratégie des grands utilisateurs d'avoir plusieurs fournisseurs cloud. Non seulement parce que c'est un enjeu de résilience, mais aussi parce qu'il y a une volonté de protéger certaines données sensibles des grands utilisateurs dans des espaces de cloud souverains et hermétiques aux lois extraterritoriales de transfert des données. Le marché est encore en très forte croissance, donc elles sont certainement nécessaires. Est-ce que ça sera suffisante? Je dirais on a la chance quand on est encore sur un marché en très forte croissance, avec de nombreuses entreprises, notamment les PME, qui ne sont pas pleinement équipées, et donc qui laissent un potentiel en fait pour de nouveaux acteurs de s'installer sur le marché, répondant à des enjeux de souveraineté, répondant à des enjeux de proximité quelquefois, à des choix aussi de clients de vouloir acheter européen. Donc tout ça fait que c'est nécessaire de prendre ces mesures-là pour développer le marché du cloud en Europe, bien évidemment, et rééquilibrer en fait les parts de marché. Les acteurs du cloud sont soumis aussi, pour certains d'entre eux, au Digital Market Act, qui va aussi permettre certaines dispositions visant à favoriser plus de concurrence sur l'ensemble du marché numérique, mais aussi sur le cloud. Donc c'est sans préjudice aussi des dispositions du Digital Market Act. Je vais compléter la question de ma collègue Florence Patrice-Contat, avec laquelle nous avons beaucoup travaillé. Ne croyez-vous pas, Madame la Présidente, qu'on va prendre des mesures, on régule, ça c'est très bien, mais qu'il faudra par ailleurs vraiment manifester une vraie volonté, et ça vous aurez un rôle puisque vous êtes chargé finalement de stimuler l'innovation et quelque part vous intéresser au marché en France. Ne croyez-vous pas qu'il va falloir être beaucoup plus volontariste au niveau des autorités de ce pays pour faire en sorte que soit confié de manière stratégique le marché des données d'un certain nombre d'entreprises, d'administrations? Si les administrations montraient l'exemple en premier lieu en ayant recours à des fournisseurs de cloud européens, d'abord on gagnerait en souveraineté, on gagnerait aussi en soutien à l'innovation et au développement à nos propres entreprises. Les Américains, les Russes, les Chinois ne se sont pas gênés pour accorder une préférence réelle à leurs propres entreprises. On aurait là une part de solution et on arrêterait cette hémorragie qu'on voit venir. Et vous l'avez cité dans votre introduction, la plupart du marché du cloud est confié aujourd'hui aux GAFAM. Il faut bien le dire. Pour combien? 90% maintenant? 87%, je crois savoir. Donc ne croyez-vous pas que vous avez aussi un rôle de stimulation de ceux qui détiennent le pouvoir de décider l'attribution de certains marchés stratégiques au cloud? Et je complète ma question en disant, comment se fait-il que l'ARCEP, alors vous n'en étiez pas présidente encore, je ne pense pas, en 2020, quand on confie la plateforme des données de santé à Microsoft sans appel d'offres, encore une fois, l'ARCEP, chargé tout de même de la régulation de ce marché, de stimuler l'innovation, veiller à l'équilibre entre les acteurs économiques, n'aurait pas dû immédiatement dire attention, il n'y a pas eu d'appel d'offres. La CNIL s'est prononcée sur ce sujet dans son domaine de compétences, parce qu'il s'agissait de données ultra sensibles, ça nous préoccupe beaucoup. Voilà, et je terminerai ma question en disant, ne croyez-vous pas qu'au cœur de ce texte, il serait peut-être plus qu'urgent d'y inscrire tout de même ce que sont les données sensibles, ce que sont les données stratégiques pour la nation, pour au moins avoir voilà, une vision globale et un plan d'action vraiment stratégique pour couvrir ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire les données les plus sensibles. Je vous remercie. Vous évoquez un sujet de grande importance, Madame la Présidente. La culture de l'ARCEP, je l'ai dit au départ, c'est vraiment une culture pro-concurrence et pro-innovation. Et donc, on va chercher par tous les moyens à déverrouiller le marché pour permettre plus de migration, plus de fluidité. Maintenant, comme l'a dit Olivier Mess, l'exercice de nos compétences se fait dans le cadre de la loi. Et donc,
si la loi ne prévoit pas l'obligation pour les services administratifs de prendre un service d'informatique en nuage souverain, nous ne pourrons pas l'imposer, en tout cas aux administrations. En revanche, nous exercerons nos compétences avec l'esprit, enfin, dans la culture de se dire il faut qu'on mette en place des spécificités qui permettent à de nouveaux acteurs d'émerger. Donc, qui ne soit pas suffisant, qui ne soit pas la norme des grands, qui ne soit pas des normes trop difficiles non plus à acquérir pour des petits nouveaux acteurs. Donc, c'est cet équilibre que nous allons veiller à avoir. Et nous le faisons, en fait, en consultant tous les acteurs du marché. On va bien évidemment monter en compétence par des échanges bilatéraux avec l'ensemble des acteurs, avec des organismes de normalisation. Et on mettra naturellement en consultation publique nos propositions, ce qui permettra à chacun des acteurs concernés de nous dire attention, là on pense que vous pourriez mieux faire pour pouvoir déverrouiller le marché et permettre à des nouveaux acteurs européens d'émerger, de faire ainsi. Avant de prendre une décision à l'ARCEP, on fonctionne toujours en consultation de l'ensemble des acteurs du marché pour pouvoir atteindre les objectifs de la régulation qui est en l'occurrence un objectif de développer un marché européen du cloud. Pardonnez-moi, il ne s'agit pas ici d'appliquer ou non une loi qui n'existerait pas sur la souveraineté. Il s'agit tout simplement de s'émouvoir à juste titre parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres et que la procédure n'a pas été respectée. Alors, Madame la Présidente, je n'ai pas la raison de savoir pourquoi l'ARCEP n'a pas répondu en 2020. Je n'étais pas présente et on ne m'en a jamais parlé, donc je ne peux pas vous dire pourquoi l'ARCEP n'a... Voilà. À cette époque, mais je me suis quand même émue de voir qu'il n'y avait pas eu de réaction. Merci, Madame la Présidente. Sur ce sujet-là, en tout cas, Madame la Présidente, le Collège de la CNIL a obtenu du gouvernement, en tout cas, des garanties s'agissant du non-transfert, du non-versement de ce qu'on appelle le SNDS, le Système national des données de santé, qui comprend toutes les données de santé des Français, sur la plateforme des données de santé. Je ne donne pas l'acronyme anglais, vous voyez, je m'améliore, précisément parce qu'il est hébergé sur Microsoft, en tout cas jusqu'à ce que, effectivement, cet hébergement de données ne soit pas immunisé contre potentiellement des accès d'autorités étrangères. Ça fait partie d'une action très importante que nous avons, dans un dialogue en tout cas que nous avons eu avec le gouvernement. Par ailleurs, la CNIL a beaucoup travaillé avec l'ANSSI sur la certification dite Secnum Cloud qui permet justement de sécuriser l'hébergement des données les plus sensibles, dont la liste vient d'être précisée par une circulaire de la Première ministre du 31 mai, pour que, en tout cas, les entreprises qui seront conformes à ce référentiel Secnum Cloud, non seulement ne soient pas conformes aux seules préconisations de l'ANSSI, ce qui est déjà beaucoup, mais en plus, en étant conformes à Secnum Cloud, compte tenu du travail qu'ont fait l'ANSSI et la CNIL ensemble, elles sont conformes aussi aux exigences en matière de transfert des données ou de non-transfert des données ou de localisation des données des Français de façon sécurisée. Voilà juste les deux points que je voulais préciser en complément des réponses de l'ordre de la... Je me tourne vers mes collègues. Y a-t-il une ultime question ou remarque? Oui, vous n'avez pas répondu à ma question sur l'inscription de cette notion de données sensibles ou stratégiques pour la nation dans le texte. Les données sensibles, alors déjà il y a des données sensibles dans le RGPD, les données biométriques, les données de santé, les données des mineurs sont qualifiées de données sensibles méritant une protection particulière, et précisément la Première ministre dans la circulaire du 31 mai avec une rubrique qui s'appelle R9 détaille les catégories de données qui devraient être hébergées par des système d'informatique en nuage, là aussi je le dis en français, parfaitement sécurisé, et les services de la CNIL auront en tout cas à cœur de clarifier plus précisément les règles applicables, a fortiori dans l'hypothèse d'une décision d'adéquation qui pourrait être prise très prochainement par la Commission européenne sur la question des transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis. J'ai vu que, en effet, Matignon a fini par bouger, sollicité constamment par le Parlement sur cette question très stratégique des données sensibles. On va prendre connaissance avec les collègues de la circulaire pour bien regarder en fait ce qu'il y a dedans. Et merci. Dernier. Il y a données sensibles et il y a données stratégiques. Vous avez utilisé les deux mots. C'est pour moi, ça ne va être pas tout à fait les mêmes
sujets. Les données sensibles, comme vous l'avez dit, c'est santé, c'est sécurité. Données stratégiques, ça peut avoir un lien avec les données économiques oui, non, je et voulais industrielles. préciser, pardonnez-moi, madame, Voilà. les données stratégiques pour notre sécurité nationale. J'ai pas eu le temps d'aller au bout de ma phrase. Voilà. Bien, je vous remercie vraiment pour votre participation à notre table ronde qui nous a bien éclairés. Mes chers collègues, nous nous trouvons cet après-midi à 15h30 en salle 216 et nous auditionnons le PEREN, le pôle d'expertise et de régulation du numérique. Je lève la séance. Il est 11h01.